au Drive. Je, je vous explique, d'accord? Quand vous vous connectez pour la première fois au Drive, une demande m'est envoyée par mail. D'accord. Alors, si j'ai mon téléphone à disposition, si j'ai la possibilité, normalement, je vous donne l'accès au Drive dès votre demande. Par contre, si je suis en cours ou que je n'ai pas mon téléphone à disposition ou je n'ai pas accès à mes mails, je ne peux pas forcément vous accepter tout de suite. Alors, si vous me faites la demande jeudi soir à 11h30, il se peut que je sois sous ma douche et que je ne puisse pas y répondre. Ça, c'est une première chose, mais dans tous les cas, dans les quelques heures qui suivent votre demande, au pire, le lendemain matin, si votre demande est tardive, je l'accepte et vous avez accès au Drive. La deuxième chose, c'est que j'ai une petite manipulation à faire, puisque dans le Drive, vous avez la possibilité de télécharger tous les documents, mais vous n'avez pas la possibilité de les modifier. D'accord. Ce qui évite des erreurs de temps en temps. Je vous ai envoyé un mail, oui, mais vous me l'avez envoyé hier soir, je n'ai pas encore traité mes mails ce matin, mademoiselle. Donc je vais quand même juste vérifier, mais ne vous inquiétez pas, je vous dis, dans les heures qui suivent, a priori, il n'y a pas de souci. Ensuite, comme je vous disais, j'ai une deuxième manipulation à faire pour que dans le dossier, voilà, que dans le dossier de dépôt, vous puissiez là charger des documents. Alors, a priori, ça doit fonctionner pour beaucoup de monde, sauf pour ceux qui m'ont fait la demande hier soir que je n'ai pas encore traitée. Mais dans tous les cas, si vous vouliez ou si vous désirez m'envoyer encore votre TD, vous me l'envoyez par mail et je vous dis, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dès une heure ou deux, tout le monde aura accès, enfin tous ceux qui m'en ont fait la demande, ou les derniers qui m'en ont fait la demande et que je n'ai pas encore traité, je, je réglerai tout ça. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Alors, deuxième chose que je vous rappelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de me rendre votre TD à chaque fois. D'accord. Il faudra me rendre au moins 2 TD d'ici la fin du semestre. À vous de vous organiser et vous pouvez, encore une fois, je vous l'avais dit lors de notre organisation, une séance d'organisation, vous pouvez me rendre plus que 2 TD et choisir éventuellement les 2 meilleures notes que vous aurez, ou je ferai d'office, dans tous les cas. Parce que j'imagine bien que vous préférez avoir 2 17 que plutôt un 13 et un 17. Bon, voilà, ceci dit, vous allez noter tous les TD qu'on vous rend? Oui, je note tous les TD que l'on me rend. D'ailleurs, alors, je réponds aux 2, 3 questions et puis après, on entame le cours. Hop. Tac, tac, qu'est-ce que vous me... Donc, les accès, c'est réglé. Je vous ai expliqué pourquoi vous n'avez pas forcément accès tout de suite, surtout si vous me faites encore une fois la demande le jeudi soir à 11h. Quoique j'en ai encore traité hier soir. Ça, c'est vu. Je vous envoyais un mail mercredi, mais toujours pas de réponse. L'adresse n'est peut-être pas la bonne. Alors, Anaïs, un mail, si c'était une question de cours, j'y réponds pendant les cours, hein. Vous allez noter tous les TD, oui. J'ai fait un, mais c'est sur mon compte perso, j'essaie de changer. Donc, essayez de me faire les demandes avec votre compte Didon, hein, puisque c'est quand même fait pour ça. Je redonne mon adresse qui est jérôme.brassard@tidro-éducation. Et la suite est la même pour tout le monde.
Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aussi retrouver mon adresse sur votre NetCampus. Bon, régler ces problèmes purement techniques. On y va, on va corriger donc notre TD. Alors, autre chose, oui, excusez-moi, normalement dans le Drive, il y a aussi un dossier dans lequel il est indiqué euh, TD rendu, TD corrigé et noté. D'accord. Donc, dès que j'ai corrigé votre TD, il ne fait pas faire l'exercice 3, c'est bien ça. Oui. Dès que j'ai corrigé votre TD, j'en ai déjà corrigé quelques-uns, vous pouvez aller voir votre correction et récupérer votre copie éventuellement si elle est bien dans ce Drive. Et dans ce Drive, vous pouvez télécharger votre copie. Voilà pour les aspects techniques. Bon, je vais partager mon écran pour qu'on puisse regarder ce TD. Alors, il n'était vraiment pas très compliqué, hein, ce TD. Alors, je vous avais dit de ne pas faire l'exercice 3 puisqu'il était relatif à la compétence des tribunaux et que a priori, vous voyez le TD, mais vous pouvez le suivre aussi. Allons-y. Donc la première, et surtout, enfin, au-delà même de la réponse, au-delà même de la réponse à chaque question, ça sera surtout l'explication qui sera intéressante et l'interprétation. Alors il y a deux, trois petites choses qui sont un petit peu tendancieuses, un petit peu limite, puisqu'on n'a pas assez de choses pour pouvoir donner une réponse très précise et très ferme. Elles sont légèrement ambiguës, mais on va regarder ça ensemble. Donc, une simple faute. Le premier exercice, il fallait simplement dire si les affirmations ou si les propositions qui étaient données par une simple phrase étaient des propositions vraies ou étaient fausses. Donc, une simple faute peut entraîner la responsabilité de son auteur. Alors, normalement, il n'y a pas trop de difficultés concernant cette question. Évidemment qu'elle est vraie, d'accord. Et je dirais même qu'au-delà d'une simple faute, il ne faut même pas de faute, ou même pas de faute, je dirais, volontaire, ou même pas de faute dans certains cas, dans certains types de responsabilités. Je vous rappelle la responsabilité des parents du fait de leur enfant, qui est une responsabilité sans faute, puisqu'il n'y a pas besoin que les parents aient commis une faute pour qu'ils soient responsables du fait dommageable de leur enfant. Donc là, la réponse était oui, sans ambiguïté et sans problème. La responsabilité pénale vise à réparer le préjudice subi par la victime. Donc il y a deux choses. On avait vu la différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité civile, elle, effectivement, son but, c'est de réparer le dommage et donc le préjudice subi par la victime, alors que la responsabilité pénale vise à sanctionner l'auteur d'un fait. Donc c'est un régime, c'est une sanction qui est là et pas une réparation. Et de toute façon, c'était facilement identifiable au vu de l'exercice qui suit, par exemple. Alors, la troisième était un peu plus compliquée. Lors d'un accident contre un piéton, la force majeure permet de s'exonérer de sa responsabilité. Alors, si on le prend juste sous l'angle de ce que l'on a pu voir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités, effectivement, d'exonération de la responsabilité pour une personne dans le cas où les faits qui sont imprévisibles, extérieurs et irrésistibles sont des faits de force majeure et donc ont empêché un certain nombre de choses. Et donc, effectivement, je peux ne pas être responsable s'il y a un cas de force majeure. Toutefois, en matière d'accident de la route, et là c'est un peu une exception au régime, mais les TD servent aussi à ça, servent à compléter le cours. En matière d'accident de la route,
C'est un régime autonome et un régime particulier. Le régime des accidents de la route est régi par une loi spécifique, qui est la loi Badinter de 1985, et qui, dans tous les cas, ne permet pas de s'exonérer de sa responsabilité en cas de faute de la victime ou en cas de force majeure. Donc, il n'y a vraiment qu'un cas très, 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 très spécifique où la victime, où l'auteur de l'accident peut s'exonérer de sa responsabilité, mais à partir du moment où on a un véhicule impliqué dans un accident, quand c'est un accident de la route, et à partir de là, il est très, 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 très compliqué de pouvoir s'exonérer. Et la force majeure n'est pas un cas d'exonération de la responsabilité en cas d'accident de la route. Alors, c'était un peu spécifique, on ne l'avait pas forcément vu en cours, mais ben voilà, hein, le TD, il sert aussi à compléter le cours. Alors, la quatrième question était un petit peu ambiguë, hein, l'abstention peut-elle être une faute? On va dire oui. Oui, bien sûr, on imagine que derrière, il y a un dommage, un préjudice et un lien de causalité entre l'abstention et le fait. Et si la victime se jette sous les roues. Voilà, alors, c'est le cas. Pouvez-vous répéter le nom du régime spécifique aux accidents de la route? Donc, c'est la loi Badinter de 1985. Badinter, ça s'écrit B-A-D-I-N-T-E-R. C'est le nom du ministre. Hein. Alors, pour les trois, du coup, c'est faux. Attendez, pour la 3, du coup, c'est faux. Voilà. Lors d'un accident contre un piéton, la force majeure ne permet pas de s'exonérer de la responsabilité. Donc ici, on vous disait permet de s'exonérer. Non, elle ne permet pas. D'accord. Alors, vous me dites, donc je vous ai redonné le nom de la loi et du régime particulier, du régime d'indemnisation des accidents de la route. D'accord. Le régime spécifique. Une personne me dit, et si la personne se jette sous une roue? Là, d'accord. Là, c'est un fait. Ou si la personne a un comportement particulièrement dangereux et particulièrement irresponsable. Alors, on a vu des cas, par exemple, d'enfants qui s'amusaient à traverser l'autoroute. C'était un jeu pour eux, d'accord, ou de jeunes adolescents. C'était un jeu pour eux de traverser l'autoroute et malheureusement, il y a eu un accident, d'accord. Et là, l'auteur de l'accident a été déclaré non responsable, a pu s'exonérer de sa responsabilité, pas parce que c'était un cas de force majeure, parce que là, la victime a participé à son propre dommage, mais dans des conditions très particulières. Très particulières. Et si elle ne traverse pas... Alors, je vais relire la question. Hop, voilà. Alors, et si elle ne respecte pas le passage piéton et traverse à 150 mètres? Peu importe, c'est ce que on imagine, hein, d'accord. Je vous ai dit, il n'y a que dans les cas où il n'y a que dans les cas où éventuellement une personne se jette sous les roues ou a un comportement particulièrement dangereux, particulièrement irresponsable, que le conducteur pourra s'exonérer de sa responsabilité. Il n'y a vraiment que dans ça. Un piéton qui traverse, qui n'est pas dans les clous et qui traverse plus loin que les clous, et qui ne regarde pas, par exemple, et ben, malgré tout, le chauffeur qui aurait éventuellement heurté ce piéton sera responsable. Donc c'est un régime voilà, très 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 particulier, hein, le régime des accidents de la route, où vraiment on est responsable pratiquement dans tous les cas. Alors, je vous dis, il n'y a vraiment que des cas très spécifiques où effectivement la responsabilité de l'auteur de l'accident peut être éventuellement déniée. Alors, on y va pour la suite. Qu'est-ce qu'on nous disait sur la question suivante? Donc l'abstention, on l'a traité. Alors, le droit de garde fonde la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Alors, oui, effectivement, les parents, à travers ce droit de garde, j'ai retiré ma page, à travers ce droit de garde, sont responsables du fait de leur enfant. D'accord. La 4, nous l'avons traité, Mike. Alors, on dit que oui, l'abstention est une faute, enfin peut être une faute, donc peut entraîner
la responsabilité. Exactement, Delphine. Euh, la notion de garde en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant est relativement importante. Alors évidemment, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de garde, d'accord? Donc pas le droit de garde. L'exercice de l'autorité parentale et le droit de garde est exactement la même chose. Et même au-delà de ça, je vais vous dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce qui fonde la responsabilité d'un des deux parents, puisque l'autorité parentale est partagée par les deux parents, d'accord, à la base. Il l'exerce conjointement. Donc les deux parents sont responsables des faits et des dommages causés par leur enfant. Toutefois, vous avez des situations où les parents sont divorcés. À partir de là, le juge qui va prononcer le divorce et le juge qui va s'occuper du divorce va aussi prononcer des mesures quant aux enfants ou à l'enfant quand il y en existe, notamment des mesures de résidence. Et va fixer la résidence de l'enfant chez un des deux parents. L'autre aura un droit de visite, un droit pendant les vacances, etc., etc. C'est ce droit, c'est la fixation du domicile chez un des deux parents qui va déterminer la notion de garde. D'accord? Et alors aujourd'hui, le texte a gardé cette notion de garde, mais il faut en avoir vraiment une vision très extensive. Et au jour d'aujourd'hui, la notion de garde concernant les parents, elle se lie à travers la résidence qui a été fixée chez un des deux parents. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons que le petit Lucien, dont les parents sont divorcés, a sa résidence fixée par le juge chez le papa ou la maman, peu importe, hein, on s'en fiche, et ben seul ce parent chez qui la responsabilité a été fixée sera responsable sur le fondement de l'article 1242. D'accord? C'est-à-dire sera responsable du fait de son enfant. L'autre parent pourra éventuellement voir sa responsabilité s'il y a un dommage, mais uniquement pour faute, lui. S'il a fait une faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y aura qu'un des deux parents qui sera responsable. Voilà concernant l'enfant. Ensuite, le gardien d'une chose est présumé responsable du dommage causé par celle-ci. Ben, oui, doublement oui, triplement oui. Encore une fois, ici, la notion de garde, elle entraîne obligatoirement la responsabilité et s'il y a vol. Alors, la notion de garde. On a vu ce qu'était la notion de garde en matière de responsabilité des parents. La notion de garde en matière de responsabilité du fait des choses. Elle se divise en deux choses. Elle se divise d'abord par principe, le propriétaire est présumé être le gardien. En droit, la présomption, c'est un principe qui est posé, mais qui est contestable dans certains cas. Alors, je vais vous donner la notion, peut-être qu'on l'abordera ou pas. Hein. On dit qu'une présomption est simple quand on peut apporter la preuve du contraire. Et là, ici dans notre cas présent, je peux apporter la preuve du contraire, que je n'étais pas le gardien en tant que propriétaire. C'est donc ce que je vous disais la dernière fois, c'est que le propriétaire dont on a volé la chose qui a causé le dommage n'est plus le gardien. Il y a eu un transfert de garde vers le voleur. Alors, ça peut ne pas être le voleur totalement. Ça peut être quelqu'un à qui on a prêté la chose, volontairement. Donc, finalement, la garde, c'est le propriétaire, par principe. Mais si ce n'est pas le propriétaire qui a la direction et qui maîtrise la chose, ben, ce ne sera pas lui qui sera présumé être gardien. Ça sera celui qui exerce le pouvoir de direction. Alors, il y a voilà, celui qui dirige la chose, qui maîtrise la chose. Voilà pour la question de
la chose. Alors, le fondement de la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés est la garde. C'était une question qui m'avait été posée par quelqu'un par mail. Elle ne comprenait pas ce qu'était la notion de garde. Alors, donc, la notion de garde ou de gardien, c'est ici, dans le cadre de ce cours, une notion juridique. D'accord. Cette notion, elle s'explique chez les parents par, on a dit, la fixation du lieu de résidence de l'enfant. Quand on est en présence d'un fait dommageable causé par une chose, par celui qui en est le propriétaire, ou à défaut celui qui a la maîtrise, le contrôle, la gestion, la direction de la chose, et par contre, en matière de responsabilité du fait des employeurs, donc du fait des commettants, enfin, du commettant du fait de leur préposé, donc des employeurs du fait de leurs salariés, c'est une responsabilité qui n'est pas basée sur la garde. Évidemment, vous n'êtes pas gardien de votre employé. C'est une responsabilité qui est basée sur le lien de préposition, d'accord, sur le lien de subordination, pour qu'il y ait la responsabilité d'un employeur vis-à-vis d'un salarié ou d'un commettant vis-à-vis d'un préposé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lie les deux personnes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lie l'employeur et qui lie le salarié. Et donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit sous la direction de l'autre. Il faut qu'il y en ait un des deux qui soit préposé de l'autre, qui soit subordonné à l'autre. Donc, il faut qu'il y ait ce lien entre les deux. Et ce lien, il est caractérisé par un contrat de travail. D'accord. Un contrat de travail qui suppose un lien de subordination. Vous êtes obligé d'obéir à votre employeur, enfin, dans le cadre de votre travail, évidemment. Donc c'est ce lien de subordination qu'on appelle lien de préposition en droit qui fonde la responsabilité du commettant vis-à-vis des faits de son préposé, ou de l'employeur des faits de son salarié, et non pas la notion de garde. Alors on peut saisir le Conseil des prud'hommes pour engager Alors, on peut saisir le Conseil des prud'hommes pour engager une responsabilité pour faute. Alors, c'était la question la plus ambiguë. Moi, je vais vous dire que c'est faux, d'accord. Mais si on apportait des détails, on pourrait dire que c'est vrai. Mais juste, sans aucun autre détail à cette question, d'ailleurs, pour faute, non, pas forcément. Il faut qu'il y ait des conditions. Il faut que la faute soit relative à une relation entre un employeur et un employé. Une faute, c'est quoi? Mon employeur ne m'a pas payé mon salaire. Alors, je vais donner des exemples, hein, d'accord. Euh, mon employeur ne m'a pas, oui, par exemple, discrimination, oui, mais mon employeur ne m'a pas payé mon salaire. Effectivement, c'est une faute qui est bien en liaison avec le contrat de travail. D'accord. Mon employeur m'a agressé. On parlait de harcèlement. Ce n'est pas vraiment de relation avec le contrat de travail. D'accord. Et puis, dans tous les cas, ce sera plus la personne que vous allez mettre en cause. Donc là, par exemple, d'autant plus que harcèlement, agression, on est plutôt dans le domaine pénal et le Conseil des prud'hommes ne prononce pas de peine de prison. Donc oui, bon, il y a vraiment une ambiguïté sur cette question. Si on la prend juste de façon très littérale, on répondra non. Mais encore une fois, on pourrait très bien répondre oui en ayant un petit peu plus de détails. Alors, une clause pénale prévoit dès la conclusion d'un contrat les dommages et intérêts à verser en cas de mauvaise exécution. Alors, cette question, elle était un petit peu plus compliquée. Alors, si vous avez cherché un petit peu, vous avez certainement trouvé la réponse. D'accord. Et il y a un petit piège ici, c'est que vous voyez apparaître le mot pénal. Donc, vous vous dites, c'est pas forcément avec un lien avec la responsabilité civile. Ou un lien avec des dommages et intérêts qui sont pratiquement toujours liés à la responsabilité civile. Ici, une clause pénale, elle porte un nom qui ne renvoie pas forcément à la matière pénale, comme on l'entend et comme on l'a vu ensemble. C'est simplement un nom qui lui est donné. Et effectivement, dans un contrat, vous pouvez avoir plusieurs types de clauses qu'on étudiera quand on étudiera le contrat.
Vous pouvez avoir, par exemple, une clause de non-concurrence, vous pouvez avoir une clause de limitation de la responsabilité, vous pouvez avoir une clause de dédit, etc. Il y a un certain nombre de clauses, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle une clause pénale. Une clause pénale, c'est celle qui prévoit effectivement, dès la conclusion du contrat, les dommages et intérêts qui seront inversés si l'une des deux parties n'exécute pas correctement son obligation. Par exemple, vous signez un contrat de transport avec la SNCF, donc vous achetez un ticket, voilà, en parlant beaucoup plus simplement. Si le train arrive en retard, la SNCF, dans ses modalités d'application, a déjà prévu une indemnité pour le retard. Voilà. Donc c'est une indemnité qui est prévue d'avance pour une exécution, une inexécution ou une mauvaise exécution de l'une des deux parties. Dixième question, dommages et intérêts ne peuvent permettre l'enrichissement sans cause de la victime. Effectivement, alors le principe en matière civile, quand on engage la responsabilité de quelqu'un, on va lui demander les dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts doivent réparer le préjudice. Alors la 9, c'est faux du coup. Non, la 9, c'est vrai. La clause pénale est bien une clause qui prévoit des dommages et intérêts à verser en cas de mauvaise exécution. Donc je reviens sur la 10e question. Le but de l'engagement de la responsabilité civile de quelqu'un, c'est de lui faire, si elle est reconnue responsable, c'est de lui faire réparer le dommage ou le préjudice qu'elle a causé. Mais le principe aussi, c'est de réparer le préjudice, mais que le préjudice. D'accord ? C'est le principe de réparation totale du préjudice, sans perte ni profit pour celui qui est la victime. Donc, sans perte, il doit retrouver. Alors, parfois, c'est compliqué, hein, d'accord ? Je pense notamment dans le cas de dommages corporels, d'accord ? À cause de. On avait pris l'ouverture d'un parapluie, là, de façon. Et ça a blessé mon. Je vais prendre un autre exemple. Je passe dans les rangs de ma classe, j'accroche le fil d'un ordinateur d'un des étudiants avec mon pied. Hein. L'ordinateur tombe, mais tombe sur le pied d'un autre étudiant qui est blessé et qui malheureusement garde des séquelles de cette blessure. Donc ma responsabilité va être engagée, d'accord ? Mais il va falloir maintenant estimer le dommage, estimer le préjudice. Bon, il y en a un qui a eu son ordinateur cassé, on peut raisonnablement penser qu'on va arriver à mettre un prix derrière ça, le prix de la réparation ou du remplacement de l'ordinateur. D'accord ? Mais imaginons qu'il y ait des données très importantes dans l'ordinateur qui soient aussi perdues. Voilà, il va falloir mettre un prix derrière tout ça. Quant à l'autre personne qui, dans le même problème, a été blessée, quel est le prix d'une blessure? Quel est le prix de la douleur? Quel est le prix d'un handicap à vie? C'est là tout l'enjeu des décisions de justice qui vont trancher. Et le juge va dire, voilà, moi j'estime, monsieur, que voilà, le préjudice que vous avez subi, vous demandez 60 000 euros, ben moi je vais estimer que 60 000 euros, c'est trop. Je vais dire que c'est 30 000, ou inversement. D'accord ? Donc, c'est compliqué. Pour cela, les magistrats ont à leur disposition une sorte de nomenclature. D'accord ? Alors, ce n'est que des indications. Il n'y a rien d'obligatoire dans cette nomenclature qu'on appelle la nomenclature d'un TIAC. C'est une nomenclature qui leur dit, bah voilà, une personne qui a eu un doigt coupé, on peut estimer que son préjudice est estimé à 100 000 euros. Une personne qui a eu tel préjudice, on peut estimer. Voilà. Ça met en face de chaque dommage une somme. Alors aujourd'hui, la nomenclature qui sert donc à chiffrer le préjudice et donc à opérer la réparation, elle est plutôt bien acceptée par les tribunaux, elle est bien souvent utilisée parce qu'elle est utile, parce que c'est compliqué de pouvoir juger, de pouvoir estimer, mettre un coût derrière un préjudice corporel, par exemple. Mais par contre, je ne pourrais jamais demander plus que ce que ça m'a causé comme préjudice.
Et la jurisprudence. Et la jurisprudence. Quoi la jurisprudence? Vous me dites, et la jurisprudence. Et la jurisprudence de quoi? Est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous voulez dire, Delphine, par et la jurisprudence? J'attends que vous précisiez. C'est quoi quand on se réfère en cas de précédent au juge? Au cas précédent. C'est quand on se réfère, c'est quoi? C'est quand on se réfère. Alors, la jurisprudence, effectivement, la jurisprudence ne donne pas toujours des solutions. Alors, en Angleterre, oui. Je vais juste faire une toute petite aparté en 2 secondes. En Angleterre, les lois ne sont pas écrites. C'est un peu bizarre, hein, c'est ce qu'on appelle la soft law. En Angleterre, comme aux États-Unis, pour beaucoup de choses aux États-Unis, mais pratiquement pour tout en Angleterre, la loi est faite par les juges au fur et à mesure des procès qu'ils connaissent, d'accord, et des litiges qu'ils connaissent. Et donc, effectivement, elle lie le juge à une décision précédente. C'est-à-dire que le juge et l'avocat, bien souvent, il dit, ben voilà, monsieur le juge, moi je demande pour la réparation de mon client 50 000 euros parce que dans telle affaire, un autre juge a octroyé 50 000 euros. Bon, voilà. Ça fonctionne très bien comme ça, mais c'est le système de la soft law en Angleterre et aux États-Unis. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. Le droit est écrit. Le droit est codifié. La jurisprudence sert uniquement à interpréter. Et dans tous les cas, la jurisprudence est dictée bien souvent par des décisions qui sont prises soit par le Conseil d'État ou soit par la Cour de cassation, dont on verra les rôles quand quand on étudiera l'organisation judiciaire en France. D'ailleurs, je crois que ce sera notre prochain chapitre. Je vais inverser un peu les autres parce que c'est un chapitre important et qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais la jurisprudence, ce sont des décisions rendues par la Cour de cassation et qui bien souvent interprètent des lois parce qu'elles peuvent avoir une interprétation extensive. Il est rare que la jurisprudence et par contre, la jurisprudence n'oblige aucun juge. Vous n'êtes pas lié aux décisions qui ont pu être prises. D'ailleurs, il y a des décisions qui sont contraires. Alors, on réexpliquera bien ce que c'est que la jurisprudence, certainement dans notre prochain cours. D'accord. Mais en grosso modo, ce que vous disiez, Delphine, c'est quand on se réfère à des cas précédents pour juger, on va dire que globalement, c'est ça. Voilà. Mais des cas précédents, pas forcément au même niveau d'instance, et plus souvent dans des interprétations de la loi. Alors, continuons nos exercices et nous allons passer à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, lui, vous demandez, dans des situations qui sont plus ou moins précises, d'indiquer si effectivement il y avait ici la responsabilité pénale qui avait été engagée, la responsabilité civile qui avait été engagée, et si on obtenait une sanction ou une réparation. Alors, dans une ou deux copies que j'ai corrigées, j'ai vu les erreurs suivantes, et à la limite, c'est bien qu'elles aient été faites, parce que ça m'indique quelles sont les parties que vous n'avez pas forcément comprises, ou pour lesquelles vous faites des petits mélanges. D'accord. La responsabilité pénale engage obligatoirement une sanction. La responsabilité. Le résultat de l'engagement de la responsabilité pénale, c'est une sanction. L'auteur, et le premier cas est très révélateur de cette situation, l'auteur des faits est sanctionné à travers une peine de prison ou à travers une amende, mais cette amende ne vient pas réparer l'erreur qu'il a faite. C'est simplement une sanction. Donc, la responsabilité pénale entraîne une sanction. Donc, par exemple, dans une des copies que j'ai corrigées, la personne me marquait sanction, mais ne me cochait pas la partie responsabilité pénale. Donc, c'est pas possible. S'il y a sanction, c'est parce que la responsabilité pénale a été engagée. Au même titre que la responsabilité civile entraîne la réparation. La responsabilité civile entraîne la réparation du préjudice et du dommage qui a été donc causé à la victime. Ici, qu'est-ce qu'on lit dans notre premier cas? On nous dit que 2 mois de prison pour des téléchargements illicites ont été prononcés contre une personne
par le tribunal correctionnel de Vannes, euh, plus 33 000 euros de dommages et intérêts. Donc, il y a d'abord une peine de prison qui a été prononcée en matière de sanction, puisque ce n'est pas parce que la personne va aller en prison que ce que moi j'ai subi comme préjudice va être réparé. Par contre, certainement qu'il y a eu 33 000 euros de dommages et intérêts qui ont été alloués à la victime des téléchargements. Ça peut être par exemple la SACEM, hein, qui représente les droits d'auteur des différents artistes, qui a demandé ces dommages et intérêts. Donc ici, on avait la responsabilité pénale qui avait été engagée pour réparer, enfin pour sanctionner l'action illicite qui a été faite, l'action contraire à la loi, c'était les téléchargements illégaux. Et ensuite, deuxième chose qui a été prononcée, c'est l'allocation de dommages et intérêts à la victime. Alors, ce n'était pas indiqué, mais dans tous les cas, les dommages et intérêts ne peuvent aller qu'à une personne ou à une association, des choses comme ça, hein, d'accord, pour réparer le préjudice. Donc ici, il fallait causer les 4 cases parce qu'il y avait du pénal à travers la peine de prison. De toute façon, à partir du moment où il y a une peine de prison, c'est obligatoirement pénal. D'accord. Il y avait une peine, la responsabilité pénale qui avait été engagée et ça entraînait une sanction, la prison, et la responsabilité civile qui avait entraîné une créance de réparation, les 33 000 euros de dommages et intérêts qui ont certainement été versés à la victime ou à une association représentant la victime. Et ici, ces dommages et intérêts ont vocation à réparer le préjudice subi. Donc il fallait cocher les 4 cases obligatoirement pour la première. Il n'y avait pas d'ambiguïté pour la première. La deuxième, une femme qui étend son linge à la fenêtre fait tomber un pot de fleurs sur la tête d'un passant. Y a-t-il un acte contraire à la loi? Non. On imagine qu'elle ne l'a pas fait exprès, puisqu'elle vous dit qu'elle est en train d'étendre son linge, donc il n'y a pas la volonté d'agresser, de blesser quelqu'un. Donc ici, seule la responsabilité civile peut être recherchée à l'encontre de cette dame, et elle entraînera l'obligation de réparation du préjudice corporel qui a été subi par le passant. Donc il fallait cocher civil et réparation. Celle-ci, cette question-là, ce cas-là, n'appelait aucune ambiguïté non plus. Il n'y avait pas de souci là-dessus. La suivante. Le directeur d'un magasin utilise l'argent de la caisse pour s'acheter une voiture. Ah, y a-t-il un fait contraire à la loi? Alors, oui, il y a un fait contraire à la loi. D'accord. C'est un détournement ici. Donc, c'est répréhensible pénalement. Par conséquent, de façon sûre, on pouvait dire que la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée, ainsi que une sanction peut être prononcée, enfin, du directeur du magasin. Maintenant, quant à la responsabilité civile, et c'est là où il y avait une petite ambiguïté, les deux réponses étaient possibles. On n'a pas assez de précision. Alors, si on s'arrête juste là, on voit que personne n'a demandé réparation. Est-ce que quelqu'un a subi un préjudice? Bon. Y a-t-il des associés qui auraient été lésés par ce fait? On ne sait pas. Alors moi, j'aurais dit qu'on n'engage pas la responsabilité civile parce qu'il n'y a personne qui n'a rien demandé. D'accord. Mais si vous avez mis j'engage là aussi la responsabilité civile, on pourrait éventuellement compter bon parce qu'on n'a pas assez de détails pour pouvoir se prononcer de façon ferme. Donc, de façon sûre, la responsabilité pénale, et si juste les quelqu'un est juste, si, oui, c'est juste aussi. D'accord, c'est juste aussi, mais si vous n'avez coché que les cases pénales et sanctions, qu'il fallait au minimum les cocher, celles-ci, elles étaient de façon sûre, pénales et sanctions. Ensuite, est-ce que quelqu'un a demandé réparation? Est-ce que des associés ont été lésés? Est-ce que... voilà, on n'a pas de détails, donc on ne sait pas si la responsabilité civile de ce directeur a été engagée. Alors si oui, alors on pouvait admettre effectivement que les 4 cases soient cochées, mais il fallait au minimum cocher pénal et sanction. Alors, des clients, et on retrouve la même ambiguïté hein, derrière, enfin la même ambiguïté aussi, des clients,
des clients d'un restaurant sont hospitalisés après un repas de poisson qui s'est révélé avarié. Pardon. Donc, le restaurant ici, c'est bien lui qui est en cause. D'accord. euh, Au minimum, la responsabilité civile du restaurant est engagée. D'accord. Puisqu'il faudra réparer le fait que certaines personnes aient été hospitalisées. Au minimum, la responsabilité civile du restaurant est engagée. Maintenant, le fait d'avoir du poisson avarié dans un restaurant, est-ce que clairement il y a une véritable intention de frauder, d'accord, de ne pas respecter un certain nombre de règles d'hygiène? Si oui, ça peut entraîner la responsabilité pénale du restaurateur. Si pour X raisons, imaginons qu'il est allé chercher du poisson à son producteur qui était déjà avarié, que lui n'a pas fait attention dans le service, etc. Bon, du poisson, ça se sent quand même à partir du moment où il est plus bon. Bon, on pouvait, c'était un petit peu ambigu quant à engager sa responsabilité pénale. Si c'est dans ce cas-là, nous n'avons pas l'info. Oui, effectivement. Alors, clairement, hein, ici, on accepterait les deux réponses, hein, responsabilité pénale, responsabilité civile, sanction et réparation. Mais au moins, on attendait responsabilité civile et réparation, au minimum. Alors, un homme vole le sac à main d'une femme. Pareil, là, pénal, c'est sûr. D'accord, le vol, c'est du pénal. Sanction, éventuellement prison ou amende. D'accord. Maintenant, est-ce que la dame a subi un préjudice? Est-ce que Parce que imaginez bien que, alors, dans tous les cas, elle aura au moins un petit préjudice d'angoisse. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu agression? Est-ce qu'il n'y a pas eu agression? Est-ce qu'on lui a arraché le sac à main? Est-ce qu'on lui a pas arraché? Est-ce que le contenu du sac à main lui a été restitué dans sa globalité? D'accord. Ou est-ce que le voleur a dépensé l'argent, par exemple? Dans ces cas-là, si la femme qui a subi le vol, qui s'est fait voler le sac, démontre qu'elle a subi un préjudice, elle engagera aussi la responsabilité civile pour se voir réparer son préjudice. Ici, on n'a pas d'informations. Donc, par contre, là, c'est au minimum pénal et éventuellement civil. Donc, au minimum pénal et sanctions. Et si vous avez aussi indiqué civil et réparation, c'est bon, comme si vous ne l'aviez pas indiqué. Si vous ne l'avez pas indiqué, c'est bon aussi, parce qu'on n'a pas ces détails. Mais si vous l'avez indiqué, c'est bon aussi. Alors, dans une boîte de nuit, un danseur perd l'équilibre et lâche à l'occasion sa partenaire qui se retrouve avec une double fracture de la hanche. Bon, ici, il n'y a pas de faute pénale, il n'a pas eu l'intention, enfin, il n'y a pas eu d'agression, rien du tout, c'est simplement, malheureusement, petite erreur d'inattention. Donc, il est hors de question d'engager la responsabilité pénale du danseur. Seule la responsabilité civile, là, par contre, sera obligatoirement engagée pour la réparation du préjudice et du dommage corporel subi par sa partenaire. Donc, ici, il fallait cocher réparation civile, responsabilité civile et réparation. Une entreprise se livre à de la publicité mensongère. On est un peu pareil, assez ambigu, hein, dans tous les cas, au minimum, pénal et sanctions, au minimum, puisque c'est contraire à la loi. D'accord. Est-ce que quelqu'un s'est plaint? Est-ce que quelqu'un a eu un préjudice dû à cette publicité mensongère? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais par contre, effectivement, si vous avez engagé la responsabilité civile de l'entreprise, qui existe, en demandant réparation parce que vous avez acheté le produit et que effectivement il s'avère que c'était une publicité mensongère, vous pouvez en obtenir effectivement la réparation. Ici, on avait encore un petit peu d'ambiguïté, mais il fallait au moins me donner pénal et sanction. Voilà, alors on avait dit, hein, le troisième n'est pas à faire, il ne sera pas à faire puisqu'il est plus actualisé cet exercice. D'accord. Un certain nombre de choses ont changé, notamment relatif au tribunal compétent TI, tribunal d'instance et camp d'instance, qui ont disparu depuis le 1er janvier de cette année. Par contre, le dernier exercice était plutôt intéressant et il nous faisait là regarder la différence entre la responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle et la responsabilité contractuelle. Alors pour certains, vous essayez encore de faire la différence entre délictuel et quasi délictuel. Alors si vous le faites, c'est bien, hein, mais je trouve que vous perdez du temps parce qu'aujourd'hui, personne ne fait plus la différence entre délictuel et quasi délictuel. Aucun juge ne va interpréter les choses en termes de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle. C'est de la responsabilité civile, tout simplement, puisque dans tous les cas, elle entraîne réparation. Alors, Léa a promis de rembourser Adèle dans 15 jours. Donc on suppose que Adèle a prêté des sous à Léa. Est-ce que c'est de la responsabilité civile délictuelle ou est-ce que c'est de la responsabilité civile contractuelle? Alors, je vous l'ai dit, hein, et j'ai eu une copie où la personne n'a vraiment pas. Cet exercice est plutôt facile, a priori, mais j'ai une des copies, vous verrez dans les corrections que vous avez, quelqu'un n'a vraiment pas compris. Donc, je lui ai dit, écoutez bien la correction du numéro 3 ou écoutez bien parce que ça va vous aider dans la résolution de ce type d'exercice. Vous devez vous poser la question, quand vous avez ce type d'exercice, existe-t-il un contrat entre les deux personnes? Existe-t-il un contrat entre les deux personnes? S'il existe un contrat entre les deux personnes, et que, bien sûr, on peut appliquer le contrat dans le litige, hein, d'accord, à partir de là, c'est obligatoirement la responsabilité contractuelle qui sera engagée. On ne regarde plus, c'est tout. Hop, on s'arrête là, c'est responsable. Ici, une personne a prêté de l'argent et l'autre personne s'est engagée à lui rembourser cet argent. On ne vous dit pas clairement qu'il y a un contrat, mais légalement, un contrat s'est formé. Un contrat, c'est quoi? C'est un accord de volonté entre deux personnes, entre deux parties, qui va faire naître des obligations de l'une envers l'autre et de l'autre envers l'une. Ici, un contrat. Bonjour, il y a Léa et Adèle ont conclu une convention, un contrat, c'est exactement la même chose. L'une prête de l'argent et l'autre s'engage à lui rembourser dans les quelques jours qui suivent, dans les 15 jours. Donc un contrat est né entre ces deux personnes, un contrat de prêt, hein, tout simplement. Même s'il n'est pas écrit, même s'il n'est pas formalisé comme un contrat, malgré tout, c'est une situation juridiquement contractuelle. Donc, ici, effectivement, c'est la responsabilité contractuelle qui pouvait être engagée parce que Léa n'a pas exécuté l'obligation qui était la sienne. Un automobiliste renverse un piéton. Existe-t-il un contrat entre l'automobiliste et le piéton? Non. Donc, c'est de la responsabilité civile qui sera engagée, délictuelle qui sera engagée. Une entreprise livre à ses clients des marchandises qui se révèlent périmées dès réception. Existe-t-il un contrat entre la marchandise et entre l'entreprise et les clients? Bah oui, bien souvent il y a une commande, un bon de livraison, des choses comme ça qui se créent et donc il faut mettre une relation contractuelle. Par conséquent, ici, c'est la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui pourra être engagée. Une cliente, alors déjà dès qu'on vous dit une cliente, il y a 99% de chances que ce soit la responsabilité contractuelle qui est engagée. Récupère sa robe chez le teinturier. Celle-ci est déchirée. Le contrat, c'est quoi? Je vous donne ma robe, vous la nettoyez, vous me la rendez propre et utilisable, et moi, je vous paye. C'est ça les obligations qui circulent entre les deux personnes, entre les deux protagonistes ici. Donc, si le teinturier n'a pas rendu le vêtement propre et dans un bon état, on peut engager sa responsabilité contractuelle. Jeanne se casse la jambe en glissant sur un fruit devant le rayon des fruits et légumes d'un grand magasin. Existe-t-il un contrat entre entre Jeanne et le grand magasin? Alors, on pourrait me dire, il y a un contrat peut-être de vente, mais si elle est à l'intérieur, elle n'est pas encore passée à la caisse, donc elle n'a pas encore acheté. Donc, et elle ressortira peut-être sans rien du tout. Donc ici, ce n'est pas la responsabilité contractuelle. Il n'y a pas une obligation d'une envers la cliente de sorte. Non, pas dans ce cadre-là. Par contre, la responsabilité délictuelle du magasin va être engagée parce que, à cause du sol qui appartient au magasin. D'accord. Alors, et contrat sanitaire. Oula.
Ça veut dire quoi, contrat sanitaire? Quelqu'un m'a marqué et contrat sanitaire. Ça veut dire quoi pour vous, contrat sanitaire? Précisez-moi ce que vous voulez dire par là. Alors, je réponds d'abord à Mathieu qui me dit il n'y a pas une obligation de sécurité envers la clientèle, donc une sorte de contrat. D'accord. Ça serait plutôt l'inverse. S'il y avait un contrat, il y aurait une sorte d'obligation de sécurité dans certains cas. Alors, le contrat sanitaire du sol. On va prendre étape par étape parce que les questions se succèdent et Sophia, on va revenir sur vos propos après. Je vois déjà les propos d'Alexandra qui nous dit du fait que la marchandise arrive périmée, cela n'entraîne pas la responsabilité délictuelle. Quelle marchandise périmée? J'ai du mal à vous comprendre. Alors, je vais revenir, parce que j'ai du mal à vous comprendre, Alexandra. Je vais revenir sur Sophia qui dit. Alors, il faut que je remonte un petit peu dans le fil. Alors, Sophia me parle d'un contrat sanitaire. Le contrat sanitaire du sol n'a pas été respecté. Le contrat sanitaire du sol. Voilà. Peut-être. Peut-être que vous voulez me dire qu'il y a une entreprise qui nettoie le sol. D'accord. Et donc, il y a un contrat, effectivement, entre un contrat de prestation de service entre l'entreprise et le magasin. D'accord. Alors, l'entreprise, l'entreprise de nettoyage, son obligation, c'est de nettoyer. D'accord. Le magasin, lui, c'est, j'ai pensé comme le magasin, c'est de payer l'entreprise de nettoyage. Okay. Donc, il n'existe aucun contrat entre la cliente et l'entreprise de nettoyage. Vous pouvez engager la responsabilité contractuelle que si vous êtes parti au contrat. Si vous n'êtes pas parti au contrat, vous ne pouvez pas engager la responsabilité contractuelle de quelqu'un. Imaginons que la mauvaise exécution d'un contrat entre deux personnes ait une répercussion sur moi. Mais moi, comme je n'ai aucun lien contractuel avec ni l'une ni l'autre, mais que la mauvaise exécution m'affecte, moi, je ne pourrais engager que la responsabilité délictuelle d'un des deux. On ne peut engager la responsabilité contractuelle de quelqu'un que quand on est parti au contrat, que quand on est une des deux parties au contrat. Alors peut-être qu'effectivement l'entreprise de nettoyage a mal nettoyé le sol, peut-être. Non, c'est strictement rien, hein, d'accord. Mais êtes-vous en contrat avec la personne, Jeanne, qui s'est cassée la jambe, qui est une cliente, d'accord? Est-elle partie au contrat de prestation qui comprend le nettoyage? Non. Elle n'est pas le magasin, elle n'est pas la société de nettoyage. Donc, si elle doit engager la responsabilité du magasin ou éventuellement de la société de nettoyage, hein, d'accord, ça ne pourra être que sur le terrain délictuel et pas sur le terrain contractuel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Le magasin n'a pas respecté les normes de sécurité que la cliente s'attend à trouver lorsqu'elle pénètre à l'intérieur. Oui, mais y a-t-il un contrat? Oui, effectivement, le magasin n'a peut-être pas respecté les conditions de sécurité, alors on ne sait pas trop, hein, d'accord? Mais y a-t-il un contrat entre le magasin et la cliente? Pas encore. Le contrat, il naîtra au moment où elle va prendre son bien, elle va passer à la caisse, elle paye, d'accord? C'est ce qu'on appelle un contrat simultané. Donc elle devient propriétaire du bien qu'elle a acheté parce qu'elle a payé. À ce moment-là, le contrat est passé. D'accord. Le contrat existe à partir de là. Avant, il n'existe pas. Quand vous êtes dans le magasin en train de choisir les chaussures que vous allez prendre, il n'y a aucun contrat. Il n'y a aucune obligation. Vous n'avez aucune obligation. Alors, le propriétaire, il a des obligations, mais qui ne sont pas contractuelles, qui ne sont pas contractualisées entre le client, qui n'est pas encore client d'ailleurs, et le magasin. Voilà pourquoi,
ici, on n'a pas payé, il n'y a pas de contrat, je pense. Très bien, voilà, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Si tu as un accident, ça n'a pas d'attraction, et si on paye à l'entrée, il y a un contrat, je pense, exactement. Pour qu'engager la responsabilité contractuelle, il faut que le contrat existe. Et ça me fait penser à cette notion du gars qui prend le métro sans payer son ticket. D'accord. À l'intérieur du métro, donc, pendant qu'il est en train d'être transporté entre deux stations, le métro s'arrête brusquement, il a un accident. Enfin, lui, il est blessé lors du freinage brusque du conducteur. À partir de là, il dit bah, je vais engager la responsabilité contractuelle de la société qui exploite le métro parce qu'il y a une obligation de sécurité liée au contrat de transport. Mais il n'a pas payé son ticket, ce monsieur. Donc, il n'y a pas de contrat. Donc, il ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle. Et si on glisse dans un restaurant avant la fin du repas, bah, le contrat a commencé. Donc, à partir du moment où vous êtes servi, le contrat a commencé. D'accord. Alors, voilà, je regarde s'il y a d'autres questions que je n'aurais pas. Bien. Alors, pour la prochaine fois, pour le prochain cours, vous allez préparer, là on va fonctionner en mode normal, hein, d'accord. Vous préparez donc le cours plus le TD, c'est donc pour lundi, donc vous avez le temps. Hein. Hop, je vais vous libérer le cours. On va faire le cours sur l'organisation judiciaire. Tac, 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 tac. Je vérifie d'abord quelque chose. Voilà. Donc, tac, je vous libère le cours sur l'organisation judiciaire. D'accord. Hop, 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 hop. Alors, délictuel. Voilà, je vais reprendre le fil, j'ai passé comme donc tu as fait comme. C'est bon, vous vous répondez entre vous, c'est très bien. Si j'ai rien raté dans votre discussion. Ok. Donc ça clôt notre. Alors je vous ai envoyé un petit mail. Donc, j'ai dit hein, que les TD, etc., a priori, au fur et à mesure de vos mails, hein, j'accepte et je vous donne tous les droits dans les dossiers. C'est juste la première acceptation qui prend de temps en temps un peu de temps si vous m'envoyez le soir. Mais a priori, j'essaye de le faire dès que vous me demandez des choses. J'aimerais une réponse à la question de Mathieu. Alors, faut-il encore que je vois la question de Mathieu? Quelle était la question de Mathieu? Si on glisse je vous l'ai donné, mais si on glisse dans un restaurant et qu'on n'a pas réglé, y a-t-il contrat? Oui, il y a contrat, puisque vous avez
vous avez commencé à consommer. Alors, vous arrivez dans le resto. Alors, après, effectivement, on peut imaginer des situations, hein. Vous arrivez dans le resto, vous glissez, il n'y a pas de contrat. D'accord. Vous arrivez dans le resto, on commence à vous accueillir dans le resto, le contrat a commencé. Quand on vous installe à votre place, etc., ça fait partie de la prestation que vous allez acheter. Le restaurateur, lui, son obligation, c'est de vous accueillir, de vous servir à manger, de vous débarrasser, etc., etc. Vous, votre obligation, c'est de payer. Les choses ne se font pas forcément simultanément. D'accord. Mais on peut dire qu'à partir du moment où vous avez eu un contact avec une personne, vous avez commencé à être accueilli dans le resto, on peut considérer que le contrat a commencé. Voilà pour, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, on se quitte sur ce, et donc je vous lis, hein, l'organisation, le cours sur l'organisation judiciaire que vous devez voir préparer, et tout ça pour lundi. Tout ça, c'est si on va porter plainte, c'est ça. Alors, il n'y a pas forcément besoin de porter plainte, hein, pour engager la responsabilité. On peut directement saisir le tribunal. On n'est pas obligé de passer par l'étape police. On peut directement saisir un tribunal. On en discutera, vous verrez peut-être dans l'organisation judiciaire, ça dépend du montant. Imaginons que vous réclamiez à votre voisin qui a malheureusement cassé une partie de votre mur quand il a fait ses travaux. Voilà. On imagine que vous réclamez 3 000 euros de dommages et intérêts. Et ben vous-même, tout seul, comme un grand, vous allez au greffe du tribunal et vous demandez à ce que votre litige soit étudié par un juge. On en rediscutera dans l'organisation, il n'y a pas besoin d'aller porter plainte. Donc, ça dépend de la somme, ça dépend de la matière. Voilà, allez, on se quitte là, j'ai un autre cours derrière, et puis on se retrouve lundi à 18h15, il me semble. Je vous souhaite un bon week-end, un lundi, au revoir.